d'un côté, on a envie d'être des fois d'être les pionniers sur certains sujets, et puis derrière, le futur, est-ce qu'il sait s'intégrer avec notre environnement actuel, quoi. C'est là la grosse question. Et là, dans les sujets d'intégration, être le premier, en général, ça fait mal. C'est pour l'avoir vécu multiples reprises dans le passé. Être le premier, malgré toutes les promesses de l'éditeur que tout va bien se passer, dans les faits, c'est là où c'est compliqué. C'est là où il faut toujours regarder si les éditeurs sont sur les stores, SAP, Workday et autres. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Learning Club. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Olivier Noury. Bonjour Olivier. Bonjour Clément, bonjour à tous. Alors Olivier, tu es Digital Learning Expert au sein du groupe Engie. Tu vas nous en dire plus sur tes fonctions, ton périmètre. Et on va parler avec toi des écosystèmes, donc notamment entre les outils, ces écosystèmes, comment on les connecte et comment on crée une culture du learning, comment on crée un apprentissage plus simple pour le collaborateur. Voilà, c'est ton sujet. On va y revenir juste après, mais je te propose peut-être de nous dire en un mot qui tu es, ton parcours, et peut-être nous expliquer ou réexpliquer ce que fait Engie pour ceux qui ne connaîtraient pas. Ça marche. Tout d'abord, merci pour l'accueil. Je suis vraiment ravi d'être ici. J'animais une émission de radio au siècle dernier, en fait, donc ça me rappelle un peu ce contexte-là. Je trouve ça sympa de me remettre dedans. Alors, une émission sur quoi ? C'était la musique. Okay. À l'époque, j'étais pas du tout dans le learning, mais mes premiers contacts avec ce monde-là. Donc, Olivier Noury. Donc, j'ai un début de carrière. Alors, j'étais pas du tout dans l'information. J'ai démarré dans l'IT, en fait, pendant plus de 10 ans, en tant que développeur puis chef de projet. J'étais un peu un bidouilleur, en fait. Je sais pas la technique pour la technique, mais plutôt la technique pour rendre service aux gens, en fait. C'est ça qui m'a toujours motivé. Et du jour au lendemain, en fait, je me suis rendu compte que je faisais de la technique pour virer les gens, c'est-à-dire que tout ce sur quoi je travaillais avait pour but final, en fait, de supprimer des effectifs de l'entreprise. Gros cas de conscience, plus envie de vraiment rester dans ce domaine-là, et ce qui fait que je suis repassé en fait par la fac, une reconversion de 1 an qui a au final duré 3 ans et demi dans les sciences de l'éducation, et mon entrée dans le digital learning en fait, donc aux alentours de 2013. Ok. Dans le cadre de cette reconversion, j'ai eu une expérience qui fait rêver en général. Dès que j'en parle à des gens qui débutent dans le métier, en fait, je suis rentré en tant que stagiaire chez Noroto. Noroto faisait du digital learning déjà dans les années 90 au format CD-ROM diffusé dans les magasins. Puis après, ils ont construit leur propre LMS avec un éditeur. Ils faisaient leur propre contenu. Ils faisaient vraiment tout en interne. Et du jour au lendemain, en fait, la relation avec l'éditeur ne marchait plus. Et en fait, en gros, ils avaient un catalogue. Ils avaient l'outil qui était en train de tomber en ruine. Et le sujet de stage était: Olivier, ta carte blanche. On ne sait pas quoi faire. On ne sait plus mettre à jour nos contenus. On ne sait plus diffuser, tout ça. Tu as carte blanche, vas-y. Ça fait 6 ans d'expérience chez Noroto, donc dans l'ingénierie pédagogique, mais aussi dans les outils. C'est là que j'ai commencé à faire des projets vraiment d'implémentation d'outils, de LMS, de choix et d'implémentation de LMS. Et qu'est-ce que tu as fait à l'époque, du coup, pendant ces 6 ans ? Qu'est-ce que tu as déployé ? Qu'est-ce que tu as lancé ? En fait, pour monter où ça se situait, j'utilisais Articulate avant l'arrivée de Storyline. J'utilisais Articulate Studio, en fait, et donc j'ai vu l'arrivée de Storyline, que j'ai mis en place, en fait, chez Noroto, comme vraiment outil de conception en interne. Ce qui s'est passé, c'est que chez Noroto, le service formation, c'était énormément de gens issus du terrain, qui, en fait, sont devenus, avec un certain accompagnement, sont devenus des concepteurs pédagogiques digital learning, en fait, avec des outils donc, comme Storyline, avec l'arrivée de Rise derrière, et... donc voilà, une grosse partie sur la réécriture complète de leur catalogue et un gros travail d'ingénierie pédagogique, et des projets d'implémentation d'outils, tout d'abord un SIRH avec un projet qui n'a pas marché, donc les échecs sont souvent les meilleures expériences pour apprendre, et par contre déploiement d'un LMS en fait peu de temps avant de les quitter, qui à mes yeux était une vraie réussite, donc ça c'était vraiment un chouette projet. Puis au bout de 6 ans, j'ai eu peur en fait, j'avais l'impression que tout marchait bien, donc j'avais l'impression d'avoir tout compris au digital learning, et que, en gros, j'avais plus rien à apprendre. Donc je me suis dit, on va changer, en fait. Et là, je suis parti dans d'autres entreprises, tout ça autour de la galaxie Mullier, hein, je viens du Nord. Donc une première expérience de 2 ans chez Kiabi, et une deuxième de 2 ans chez Onebank.
avec comme point similaire sur ces deux expériences, en fait, des entreprises qui voulaient se lancer dans le digital learning, mais qui n'étaient pas non plus prêts à mettre quelqu'un à 100% dedans. Ok. Donc des jobs un peu hybrides, mi-responsable formation, des fois pour un périmètre de 1000 personnes, et en même temps en charge de ramener le digital dans l'entreprise. Ça marche pas. Ok. Ça a pas été. Voilà, il y a eu des belles choses, il y a eu des choses intéressantes, mais globalement, voilà, ça n'a pas été des grosses réussites. Et tout ça, ça nous amène en 2022 avec l'entrée chez Engie. Donc, ce qui m'a attiré chez Engie, c'est donc à l'époque Engie, le groupe était encore plus gros. On parlait de 150 000 collaborateurs à l'époque, et on m'a vendu une mission d'administration de leur LMS, en fait, en me disant, voilà, il y a plus vraiment de chef d'orchestre derrière l'outil. Ils ont un gros besoin, en fait. Et c'était quoi le LMS ou c'est quoi, si on peut le dire? C'était Cross Knowledge, Ok. voilà, qui était déjà déployé depuis un petit moment, qui était, je pense que, je ne sais pas la solution, il faut s'imaginer, il devait avoir à peu près 250-300 admins locaux. Et il manquait un peu de gouvernance, en fait, autour du sujet. Et ça a été mon point d'entrée. Une mission de 6 mois à la base qui s'est transformée après par l'implémentation par un projet vraiment d'implémentation, en fait, d'un SIRH et de sa brique learning. Donc, Ok. si on dit les noms, le SIRH, c'est SuccessFactors. Ok, ça marche. Et alors justement, il y a une question que j'aime bien poser à mes invités. Si je me mets à la place d'un collaborateur d'Engie aujourd'hui, Ouais, comment je me forme? À quoi j'ai accès? Comment ça marche? bonne question. C'est souvent une question qui n'est pas si évidente que C'est ça. pas évidente. Aujourd'hui, c'est un peu compliqué des fois d'analyser son écosystème learning et de comprendre en fait comment il est utilisé. On sort d'un outil, si vraiment je parle d'outil, on sort d'un outil comme Cross Knowledge qui a été construit autour des contenus Cross Knowledge et qui est venu s'enrichir en fait de fonctionnalités. Et on passe vers un outil comme SuccessFactors qui est un outil vraiment purement compliance à l'américaine, voilà, d'assignation de formation, de gestion Oui, du solide, mais plus recyclage, traditionnel, si je peux me nettement permettre. plus Ouais. traditionnel. Donc aujourd'hui, j'ai envie de dire que principalement, en tout cas, je vais parler beaucoup de la partie digitale. La partie Ouais, présentielle, c'est moins mon cœur de sujet. Donc je vais pas, il n'y a pas de bien sûr. jugement dans ce que je dis, mais en tout cas, dans le déploiement global à l'international de formation de contenus digitaux, on se forme beaucoup via du push en fait. Donc du push de formation obligatoire parce que voilà, on est très réglementé, on a beaucoup de choses à pousser aux collaborateurs et aussi du push de contenu par rapport à la stratégie en fait, par rapport vraiment aux priorités, aux hot topics du moment. Selon notre métier, selon le fait qu'on soit manager d'équipe ou non, des contenus vont nous être recommandés, vont vraiment nous être poussés, avec des fois, nous au niveau groupe, des choses qu'on va recommander mais qui sont repris localement, que localement des entités vont considérer comme obligatoires. Donc c'est énormément de push. Parce qu'on a un catalogue très vaste aujourd'hui. Si on parle de notre LMS, je pense qu'on doit être à peu près à 20 000 formations, donc présentielles et digitales dedans. Ok. Euh, donc avoir, Donc le LMS se gère dans SuccessFactors, si je comprends c'est bien, tout juste pour que exactement, nos c'est auditeurs ça. comprennent. Et je pense pas qu'on a la prétention de dire voilà, que nos apprenants, face à ces 20 000 contenus, en fait, arrivent à trouver forcément le contenu pertinent. Donc, oui, principalement du push, clairement. Alors, on était la semaine dernière au Learning Technologies, Oui. alors où on enregistre ce podcast. On est une semaine après le Learning Technologies. Et justement, il y a Julie Drose du groupe Bouygues Télécom Oui. qui nous disait que sa stratégie, c'était le push and pull. Oui. Et c'est en entendant dire push, je pense à sa conférence. Le pull, comment vous le gérez? C'est-à-dire tous les contenus que j'ai envie d'aller consommer plutôt tout au long de mon année, de ma carrière. Voilà. Est-ce qu'il y a des possibilités de se former sur plein d'autres sujets? Il y a plein d'autres sujets. C'est là. Le problème, c'est la visibilité aujourd'hui. Je Et pense que c'est c'est vraiment souvent le la problème, visibilité bien de ces sûr. contenus. Après, on a beaucoup de choses qui sont gérées hors outils, en fait. On a notamment, si je pense aux académies métiers et tout ça, qui vont présenter une certaine offre en lien avec leur métier. Tout ça se Ok. fait. Les contenus sont hébergés sur le LMS, mais on va utiliser plutôt un SharePoint, par exemple, comme porte d'entrée, avec une présentation peut-être un Interface peu plus plus. sympa. Voilà. Ce qu'on pouvait faire avec notre outil précédent, d'ailleurs notre outil Cross Knowledge, permettait vraiment une mise en page assez intéressante comme ça pour gérer cette notion d'académie. Aujourd'hui, dans un pur LMS comme ça, c'est plus compliqué. Donc il y a ce point d'entrée-là. Il y a le catalogue, globalement, par exemple, tous les contenus dont je m'occupe qui sont vraiment transverses groupe, ces contenus-là sont généralement multilingues, au moins en 7 langues, voire même 11 langues.
et accessible comme ça à la carte par tous. Mais bon, il y a des systèmes des fois de notation des contenus qui permet d'en fait ressortir un peu d'autres par rapport aux autres, mais on n'est pas... Et on peut vite être perdu. Ouais, on peut vite être perdu. Je pense que on est clairement au niveau mécanisme de recommandation et tout ça, on n'est pas, on pourrait mieux faire. Ok. Bah justement, en parlant de recommandations, on va parler des connexions entre les outils. Oui. Peut-être avant même de parler de ce sujet, dis-nous un mot sur le Learning Technologies. Qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce que tu as découvert? Qu'est-ce que tu retiens de cette édition? Toi qui es, du coup, on l'a compris, un spécialiste des outils. Je pense que tu es quelqu'un qui, du coup, qui va dans le détail pour nous dire si c'est bien ou pas bien. Donc voilà, dis-nous un peu quel est ton topo. Alors, je vais surprendre personne en disant que, encore une fois, je pense pour vraiment la deuxième, voire même troisième année consécutive, c'est l'année de l'IA. Hein. Il y a pas, je pense que derrière tout stand, derrière chaque fond, il y a le mot IA. En fait, il y a le mot IA quelque Ouais. part. Donc c'est toujours, c'est vraiment le cœur des interrogations vraiment de beaucoup de gens. Donc énormément d'agents conversationnels. Le gros sujet, hein, c'est vrai qu'il y a un sujet aussi qu'on étudie pas mal chez Engie. Et ce sujet-là, alors c'est marrant, c'est un sujet où on va nous le présenter assez facilement en termes de, voilà, on nous présente par exemple un scénario de vente avec la personnalité du vendeur, un cas concret, et puis on voit en général les échanges sont bien. Moi j'ai vu que des choses globalement qualitatives. Aujourd'hui, le cœur vraiment de ma préoccupation autour de ce sujet-là, ça va être vraiment l'intégration dans notre écosystème. C'est-à-dire que souvent, ces agents en fait se doivent de tourner sur. C'est pas juste un package SCORM qu'on va venir déposer chez nous. En fait, il y a besoin derrière de quelque chose de puissant pour le faire tourner. Donc, on va nous dire, bah oui, il y a notre portail. Donc, il y a notre portail où vos collaborateurs pourront aller. Voilà. Puis là, se posent vraiment les questions de. Comment ça va se passer dans un parcours apprenant? Parce que nous, c'est pas juste comment le fait on connecte avec quelqu'un... SuccessFactors. Exactement. Comment peut-être, suite à une formation sur un sujet justement sur la vente, on peut venir placer ce moment d'échange avec l'agent conversationnel. Et surtout, comment... parce que ce qu'on voit, ce qui est souvent intéressant, c'est la phase de débrief avec tous les... On voit tous les points sur lesquels l'apprenant a été bon, il n'a pas été bon. On peut vraiment voir toutes ces choses-là. Qu'est-ce que derrière le cœur de notre donnée, c'est SuccessFactors en fait. On n'a pas envie de multiplier les outils parce que là, on va prendre un outil pour ce sujet-là, on va prendre un autre outil pour de la VR, pour autre, etc. Et aller chercher la donnée partout, c'est pas ce que notre data office en fait aujourd'hui nous demande. Le cœur de la donnée, c'est SuccessFactors. Comment on fait pour que cette donnée revienne en fait réellement, pour qu'on puisse exploiter quelque chose au sein de notre écosystème? Donc ça, c'est un vrai sujet et on a des échanges, avec certains éditeurs où même ils me disent bah oui bah tiens on n'avait pas pensé à ça, puis voilà on voit qu'ils réagissent, ils reviennent avec des propositions et on en voit qui ont vraiment pensé leur solution vraiment principalement autour de leur agent dans leur écosystème. Et là, on a du mal à se projeter, en fait. Pour les grands groupes, c'est toujours un problème. Et je pense que la data, je ne sais plus qui me disait ça sur le salon, mais qui me partageait qu'on a un vrai sujet sur les intégrations depuis des années pour faire se parler les systèmes. C'est le sujet de notre podcast. Et avec l'IA, on passe à une échelle encore plus importante. Exactement. Sur comment les IA vont se parler dans tous nos systèmes et est-ce qu'elles vont bien se parler. Voilà. C'est une vraie question. Oui, c'est une vraie question. Et c'est là-dessus, alors si tu me demandes aussi, voilà ce que j'ai repéré sur Learning Technology. Alors c'est vrai qu'il y a l'arrivée de nouveaux acteurs aussi qui ne sont pas forcément des solutions learning enrichies d'une surcouche IA en fait, mais vraiment des acteurs issus de startups purement IA en fait qui ont développé le partage des mécanismes en fait autour du partage de la connaissance, aussi vraiment de la création de contenu et 100% basé sur on met un document dedans et l'IA va venir transformer ça en contenu pédagogique, va venir gérer les quiz, va venir l'adapter. Ça, c'est vraiment le cas que je trouve assez intéressant, que j'aurais envie de creuser. C'est par exemple un contenu sur la gestion de projet. On vient lui dire, moi, tiens, aujourd'hui, je dois travailler sur la gestion de projet, je sais pas, sur des sites industriels ou je sais pas quoi. Comment tu peux m'aider là-dessus par rapport au contenu, en fait, et l'IA vient dérouler quelque chose, comme on le fait aujourd'hui avec ChatGPT, en fait, mais on a vraiment le croisement entre le matériel pédagogique et les suggestions de l'IA. Et plein d'autres choses que j'ai oubliées. Il y avait tellement de choses, en fait, mais voilà. Il y a eu un côté... il y a eu un petit côté, c'est le futur, en regardant certains outils. Et le futur n'est pas encore là.
Et le futur est pas encore là et se précipiter, c'est toujours très compliqué, hein. D'un côté, on a envie des fois d'être les pionniers sur certains sujets, et puis derrière, le futur, est-ce qu'il sait s'intégrer avec notre environnement actuel, quoi. C'est là la grosse question. Et là, dans les sujets d'intégration, être le premier, en général, ça fait mal. C'est pour l'avoir vécu à multiples reprises dans le passé. Être le premier, malgré toutes les promesses de l'éditeur que tout va bien se passer, bon, dans les faits, c'est là où c'est compliqué. C'est là où il faut toujours regarder si les éditeurs sont sur les stores, SAP, Workday et autres. Un conseil, parce que déjà c'est une première vrille. C'est un premier élément de réponse. C'est une discussion que j'ai eue justement sur le salon Learning Technology. C'est vrai que c'est un premier élément de réponse. Ça laisse entendre qu'il y a au moins 2 éditeurs qui peuvent avancer main dans la main. Et qui se sont parlé à un moment. C'est exactement comme ça que je le résumerai. Ouais. Après, le diable des intégrations est toujours dans le détail. C'est toujours très compliqué de comprendre vraiment en amont déjà d'imaginer l'expérience, et à un moment on va juste retrouver avec des triangles qu'on va faire rentrer dans des ronds en fait, et ça c'est important, je trouve, dans des projets comme ça, de bien le comprendre avant. C'est pas pour autant qu'on ne doit pas y aller, c'est juste à un moment on sait que sur une dimension ça rentrera pas parce que la philosophie de la solution A n'est pas la même que la solution B. Et qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce que toutes les parties prenantes au sein de l'entreprise sont OK avec ça? Le faire valider en amont, parce que sinon, on arrive après avec je pensais que ça allait se passer comme ça. On arrive à quelque chose de déceptif, alors qu'on a des très belles solutions en fait séparément. Mais juste le fait qu'elles ne communiquent pas comme on imaginait que ça allait le faire, c'est souvent déceptif. Et donc c'est un conseil qu'on peut donner à ceux qui nous écoutent. En effet, toujours peut-être demander à quoi ressemble l'intégration. Est-ce que tu as d'autres conseils à partager? Alors si on peut avoir le droit vraiment à une démo qui montre comment ça fonctionne. Si l'éditeur B a accès à un environnement de test de l'éditeur A et qu'ils peuvent présenter quelque chose de bout en bout, alors là, mais allez-y, foncez, quoi. Si déjà l'éditeur a les moyens de faire ça, c'est super, c'est ce qu'il y a de plus rassurant. Et au moins, on voit. Et sinon, si c'est pas possible, il faut pas hésiter, dans le cadre d'un appel d'offres, à être vraiment, vraiment exhaustif sur ces sujets-là. Oui, demander le détail de quelle data va remonter. C'est-à-dire, vous, dans votre tête, vous imaginez comment ça va se passer, venir le formaliser et bien attendre une validation de la part de l'éditeur. Souvent, ce que certains éditeurs font, c'est des schémas. Il y a vraiment des schémas de circulation de la donnée, de l'outil A à B, où là, on va voir par exemple qu'il y a des données qui sont en temps réel, qui transitent par API. Et puis, on va se rendre compte que pour une raison vraiment diverse, il y a une donnée qui va transiter qu'une fois par jour, voire même moins souvent que ça. Est-ce que vous êtes OK avec ça ou pas? Tu m'as dit, quand on préparait ce podcast, l'outil magique qui fait tout n'existe plus. Est-ce qu'il a déjà existé? Je ne sais pas. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que tu recommanderais en termes de suite d'outils, on va appeler ça comme ça, pour une équipe formation? Alors, je vais donner quelques indices. SIRH, LMS, LXP, bibliothèque de contenu. Bref, on peut avoir plein de choses. Qu'est-ce qui est le meilleur écosystème selon toi, s'il y en a? Alors les indispensables. L'outil magique n'existe plus. J'entends que c'est un discours qui n'est en tout cas que les éditeurs aujourd'hui ont, je trouve, globalement la transparence d'être OK avec ça. De se dire il faut connecter notre solution avec ça ou ça. Ce qui n'était pas le cas il y a 10 ans. Okay. Il y a 10 ans, des appels d'offres où la réponse était oui, on fait. J'en ai eu. On fait le LMS, on fait le contenu, on fait le SIRH. Tout ce que vous avez mis dans votre cahier des charges, on le fait. Aujourd'hui, il n'est pas rare d'avoir des réponses à des appels d'offres qui est nous, on est bon là-dessus. Sur ce truc-là, on a un partenariat avec telle autre solution, ça peut se passer comme ça. Donc oui, l'outil Miracle n'existe plus, et tant mieux. Parce que l'outil qui est censé tout faire, au final, il est déceptif parce qu'il ne fait pas tout, quoi. On s'en rend bien compte à un moment. Donc c'est bien. La solution miracle, j'en sais rien. Je pense qu'on est peut-être en train de vivre un tournant. Je sais pas. J'avais tendance à dire jusqu'à peu de temps, la colonne vertébrale, c'est le LMS. C'est ça vraiment le cœur. Et puis les autres choses vont venir se plugger dessus. Aujourd'hui, je me pose la question, clairement, parce que les LMS ancestraux, alors il y en a qui évoluent très bien, attention, je ne les mets pas tous dans le même panier, hein, mais certains LMS peu ouverts vers l'extérieur, en fait, je pense que c'est important d'avoir une base solide et ouverte.
Si votre base est solide, c'est déjà top, mais si votre base n'est pas ouverte, je ne sais pas à quel point ça peut être concluant de construire un écosystème vraiment pertinent sur une base pas ouverte. C'est-à-dire que la base est solide, elle va faire des choses, mais si toute intégration, donc ce que tu mentionnais, les contenus, alors peut-être, je ne sais pas, on peut parler le mobile, on peut parler l'agent conversationnel IA, on peut parler d'outils pour aider à gérer le présentiel, que ce soit je sais pas moi, la signature électronique pour les feuilles de présence ou ce genre de choses. Si vraiment le socle, si c'est complexe de venir plugger plusieurs choses à ce socle, bah, c'est vraiment quelque chose qui va rester avec nous, qui va être problématique tout le long. Et je me pose la question, mais j'ai pas la solution miracle, à quel point voilà, une solution vraiment orientée ouverture par API, quelque chose de vraiment très ouvert comme ça, et peut-être autre chose que le LMS, je sais pas. Est-ce que le LMS est toujours vraiment nécessaire? Moi, dans ma tête, j'ai toujours l'image de le LMS, c'est ce qui va gérer l'aspect compliance vraiment bien. C'est pour ça qu'il a été créé, et donc c'est lui qui va être le meilleur pour ça. Parce qu'aujourd'hui, les solutions LXP qui sont venues, qui sont arrivées pour pallier un peu le manque améliorer Ergonomie, l'ergonomie, la user experience. Au final, est-ce qu'une LXP, c'est vraiment, est-ce qu'elle gère moins bien ou non la compliance qu'un LMS? Je sais pas. Il y a des promesses, puis faut le vivre vraiment. J'en sais rien. Donc, ce que j'inviterais personnellement à faire, nous en tout cas, c'est un exercice qu'on est en train de faire aujourd'hui pour déjà être tous d'accord autour de la table sur notre écosystème, voilà ce qui fait bien et ce qui fait mal. Et voilà, là où on pêche et là où on aimerait vraiment progresser, c'est un peu un moment de se poser, d'essayer de faire une cartographie en fait de son écosystème et de venir, par des systèmes d'enquête ou autres, de venir essayer de cerner la pertinence de chaque outil, la satisfaction apportée par chaque outil. Et via ça, essayer de faire un diagramme, un peu une représentation radar en fait, qui pourrait dire, bah voilà, concrètement, on est très bon en compliance. Nos contenus, on les trouve quali, et par exemple, on a creusé avec nos apprenants, bah, il n'y a pas forcément besoin de choses en plus, ou alors ils ne l'imaginent pas. En termes d'usage de l'IA, bah, on se rend compte que notre éditeur ne nous a pas proposé grand-chose, tout ça, et que peut-être que ça ne va pas évoluer dans le bon sens. Et identifier comme ça, pour être vraiment capable déjà entre nous de porter un discours unique, et ensuite auprès des stakeholders de dire, bah voilà, je pense à l'IT par exemple, qui va dire, pourquoi vous voulez mettre un outil en plus? Bah voilà pourquoi, voilà notre radar, voilà là où on est bon, voilà là où concrètement on fait rien. Est-ce que Donc tu recommandes du l'entreprise... coup de faire une cartographie, de dire ok Ouais. voilà ce qu'on a, attention ça marche bien, attention ça marche un peu moyen, attention ça marche Exactement. pas. Voilà ce qu'on a et qui marche moins bien, et voilà ce qu'on n'a pas. Et comment on gère ça dans un grand groupe? Je sais pas si tu peux nous détailler ça, mais chez NJ, j'imagine qu'il y a à la fois les initiatives globales. En Oui. effet, il faut que tout le monde aille sur SuccessFactors, SAP, j'imagine. Après, les académies, les BU, je sais pas comment vous les appelez, peuvent gérer en autonomie l'achat de solutions, parce que c'est ça qui peut complexifier l'écosystème. Non, alors après, la logique vraiment est d'avoir un groupe, ce qu'on appelle One NG, hein, on partage en fait vraiment, que ce soit la culture ou autre, mais les outils aussi. Je pense que historiquement, la plateforme Cross Knowledge était vraiment un des premiers outils, en tout cas au niveau RH, à avoir été déployé, outil unique en fait pour diffuser digital learning au niveau du groupe. Oui, il existe des petites initiatives locales, ça arrive. On va pas les recommander, mais on entend que ce qu'on propose au niveau groupe, des fois, ne correspond pas à certains cas d'usage spécifiques localement. Je pense à par exemple des gens qui doivent former des populations externes ou ce genre de choses quand on est dans un outil où vraiment qu'aujourd'hui tout a été configuré pour gérer nos collaborateurs, qui soient internes ou externes, mais en tout cas pas être ouverts vers l'extérieur, bah ça va être difficile de leur donner une réponse satisfaisante avec ce qu'on a là comme outil. Ok. Donc non, on va pas encourager ce genre de démarche parce qu'on le voit. On le voit après, l'écosystème il est connecté et les outils groupes en tout cas sont utilisés par tous. Et les outils complémentaires, bah, c'est des outils qui vont avoir c'est des outils satellites qui vont avoir leur vie un peu propre dans leur coin et qui à un moment ou à un autre, il va y avoir forcément un souci. À partir du moment où quelqu'un qui n'a pas une vision globale, en fait, c'est bien au courant de tout ce qui se passe partout,
il y a un moment, on va changer quelque chose, ça va avoir un impact, ça va être un dommage collatéral, et ça, je pense que personne ne le souhaite, même au niveau local, en fait. Donc, c'est important c'est pour ça aussi que c'est important au niveau groupe d'identifier les manques qui peuvent y avoir au niveau local et de voir comment est-ce qu'on est capable d'y répondre au niveau global ou non, et de dire à un moment on est capable ou on n'est pas capable. Euh, et de pas d'avoir vraiment une conscience de tout cet écosystème, mais avec un groupe comme NJ, voilà, avec 100 000 collaborateurs, c'est parfois compliqué. Donc c'est aussi ton rôle de coordonner tout ça dans une On équipe. essaye, on Ouais. essaye, ouais. Et du coup, la question que je me posais, alors on est dans le monde du learning et ce podcast est là pour parler du learning, mais on pourrait presque être attaché à la DSI quand on t'écoute. Enfin, tu pourrais presque être attaché à quelqu'un de l'IT. L'IT, le data office aussi, en fait, c'est... Mais aujourd'hui, c'est le learning. Aujourd'hui, c'est le learning. Ok. C'est... quand j'ai fait ma reconversion en fait et que j'ai vraiment découvert ce monde du digital learning, je suis passé par un master d'ingénierie pédagogique multimodale en fait, où dans les messages, à un moment, il me semble qu'on nous a dit un peu que les RH et l'IT sont des populations qui ont un peu du mal à parler entre elles, à se comprendre. Ok. Et on nous a un peu vendu notre futur rôle d'interprète entre les deux. Alors l'interprète c'est pas pour tirer sur qui que ce soit, hein, mais non, mais c'est pour rassurer la DSI qu'il n'y aura pas de problème. Rassurer la DSI, derrière, c'est penser non pas seulement en termes métier, mais aussi avec les notions IT en tête, et aussi rassurer le côté métier en disant on connaît le métier, on sait ce qu'il y a. Donc c'est un peu oui, ce rôle d'entre-deux qui va vraiment entre les RH, le learning et ces domaines plus techniques. Ouais. Ok. Bah, merci d'avoir partagé tout ça avec nous, Olivier. On va maintenant passer au Fast and Curious. Alors, le Fast and Curious, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des questions très directes pour notre invité, toi en l'occurrence aujourd'hui, Olivier, et puis des réponses que tu as préparées et qu'on va partager avec nos auditeurs à la fin de ce podcast en descriptif. Vous pourrez le retrouver les liens que tu vas nous recommander. Première question pour toi, Olivier, le futur de la formation en un mot, si tu devais le décrire. Fast. On l'avait pas encore eu, Fast, donc très bien, on note. Un outil de formation à nous partager. Je vais revenir sur effectivement ma rencontre de Learning Technology. Hein. J'ai eu l'occasion d'assister à une démo de Sana Lab, on dit. Ouais, Sana ou Sana Lab, je ne sais plus quel est le terme. Je partage parce que c'est une ouverture que je trouve intéressante. C'est une autre manière d'aborder vraiment l'IA au cœur du dispositif learning. Je ne sais pas si concrètement, j'en sais rien en fait, mais ça m'a un peu troublé. Je suis sorti un peu troublé de cette démo et de ces échanges. Donc c'est pour moi un sujet à creuser, une curiosité on va dire. Un livre ou un podcast que tu recommandes ? Alors, je vais partir sur 2 livres, en fait. Je ne lis pas forcément énormément sur ce domaine-là, mais en tout cas, il y a 2 livres qui m'ont vraiment troublé dernièrement. Le premier, c'était en 2023, il me semble, c'est Data and Analytics for Instructional Designers de Megan Torrance. En fait, c'est comme pour beaucoup de choses, c'est toujours intéressant d'aller voir ce qui se passe aux États-Unis. Alors, ça peut faire peur des fois, notamment en ce moment, mais c'est intéressant en tout cas de voir dans un pays où les contraintes learning n'ont pas été les mêmes que la France en fait depuis les années 70, de voir aujourd'hui où ils en sont. Alors moi c'est le premier que j'ai vraiment creusé vraiment sur le sujet de la data par rapport au learning. Et en fait tout le long j'ai eu l'impression d'un mélange de science-fiction et de me dire non mais en fait non c'est pas possible, en fait il délire quoi, c'est pas on parle vraiment d'années analysées voilà, dans le contenu e-learning, d'aller jusqu'à se dire analyser toutes les vidéos pour se dire que des bullet points en début de vidéo par rapport à la fin de vidéo, les mettre à la fin concrètement, on va garder X% de plus d'apprenants jusqu'au bout, alors que si on met les bullet points au début, les apprenants vont arrêter. Intéressant. Donc, je me suis dit, c'est sympa. J'imagine même pas comment, avec mes outils aujourd'hui, je peux mesurer ça, parce que moi, je mesure des 0 et des 1 sur de la complétion à peu de choses près. Donc, ça me paraissait aller trop loin. Et ma collègue Florence Bernet, justement, m'a prêté un livre qui s'appelle donc, Les 8 leviers de la transformation EdTech, mais bon, en anglais, de Laurie Niles Hoffman, où là, ça n'aborde pas que le sujet technique. Et en fait, sur la partie technique, sur la partie data, j'ai revu en fait exactement le même discours.
Et c'est pour ça aussi tout à l'heure je me posais la question sur vraiment, est-ce que le LMS est encore au cœur du dispositif? Parce que le LMS, avec sa manière de mesurer des choses, est-ce que c'est encore adapté à ce qu'on veut aujourd'hui? Euh, Ça va loin, ça va très très loin. Je vous recommande vraiment ces lectures-là. C'est pareil, c'est troublant. Je pense pas qu'on puisse y aller d'ici à demain, mais en tout cas, ça donne une bonne étoile à suivre. Moi, j'ai trouvé que c'était deux très bons livres pour aborder, si notamment dans vos relations, vous travaillez avec nous, ce qu'on appelle le data office chez nous, pour montrer un peu vos ambitions pour le futur, de dire, nous, on aimerait bien aller vers ça, en fait. Et là, vous avez des acteurs qui sont purement dans la data, qui vont dire ah tiens, tu cherches pas à mesurer juste que des complétions ou savoir combien on a dépensé en formation sur l'année. Ça, de mon côté, ça a éveillé un peu de la curiosité et ça donne des échanges intéressants. On en est encore un peu loin, mais c'est vraiment deux belles pistes. Un Donc, beau teasing pour ces ouais. deux livres qu'on mettra en descriptif. Le premier est en anglais aussi. Les deux sont en anglais. Les deux sont en Oui. anglais. Et ben en plus, vous progresserez en anglais en lisant ces livres. Exactement. Un blog ou un site qui t'inspire? Alors moi, je reste très, je suis très, j'ai mes personnalités en fait que j'aime suivre sur LinkedIn. Tes top boys? Voilà, c'est donc je reste. Pour moi, LinkedIn reste l'endroit vraiment principal de ma veille, hein, où voilà, je repère une personne qui va parler d'un acteur, je vais me le noter dans un coin et puis je vais le recontacter un peu après, je vais repérer des choses. Et pour la vision plus, voilà, toutes les semaines. Je pense que c'est là où j'ai appris le métier, en fait. C'est via la e-learning letter, via les conférences du FEFOR, en fait, il y a maintenant au moins voilà, 14 ans et tout ça. Je me posais à l'époque dans des séminaires, dans des salons, et puis je prenais des notes toute la journée et tout ça. Et aujourd'hui, j'aime toujours ce côté, cette newsletter qui sort toutes les semaines et qui donne un panorama vraiment qui donne la parole aux éditeurs, mais aussi à des personnes Tu es comme contributeur, moi. c'est Voilà, ce que je t'ai vu récemment dans j'ai une pu newsletter. contribuer, c'est pas pour me faire de la pub, mais Ouais, voilà. Non, sur mais les écosystèmes en plus. sur les écosystèmes, oui, je tourne un peu Pas en que rond, ça, des fois je mais- parle un peu ouais. que de ça. Mais non, mais c'est vraiment pour moi toujours une vision pas synthétique, parce qu'elle demande quand même un certain investissement, c'est de la lecture, mais je trouve toujours des articles très intéressants à suivre dedans. Et ben on recommandera aussi LinkedIn que tout le monde connaît, la Ouais, e-learning letter que beaucoup connaissent. parfait. Qu'est-ce qui fait que tu as envie de te lever chaque matin? Moi, ce que j'aime bien dans mon... Alors, c'était déjà le cas dans l'IT, en fait, et je crois que c'est ce qui me motive au quotidien, c'est je me lasse très très vite. Alors, vraiment vite. C'est Il incroyable. faut de la nouveauté. Il me faut de la nouveauté tout le temps. Et je pense que... alors, depuis que je suis dans le digital learning, je n'ai pas fait la même chose vraiment plus de 6 mois d'affilée, en fait. J'ai sans arrêt... Mes 6 derniers mois, j'étais, mais alors, data, faire des définitions de data pour notre Bible interne, je découvre, j'apprends, je pratique, je sais pas si je fais bien, en tout cas, mais Tu te j'aime fais aider vraiment par ça. les IA, j'espère. Je me fais bien sûr aider par les IA sur pas mal de sujets, mais après, j'essaye de pas non plus trop en abuser, j'essaye de rester raisonnable dans l'usage de l'IA. Et donc c'est ça, moi, qui me motive tous les jours, et je pense que le jour où ça sera plus le cas, faudra que je me trouve autre chose, hein, comme je suis passé de l'IT à la formation, mais en gardant toujours ce petit truc-là, à un moment, ça sera peut-être encore autre chose. Pour l'instant, je pense que j'ai encore de belles années devant moi. Et, ouais, c'est le fait vraiment. La notion, je le ressors souvent, cette notion-là, c'est le plaisir et même limite l'amusement. Si j'ai pas de plaisir, si je m'amuse pas, c'est fini, il faut changer. La passion n'est plus là. Ouais, exactement. Qui est-ce que tu nous recommanderais d'inviter dans le Learning Club? Alors, j'ai pas. Je sais que vous avez déjà invité certaines de mes collègues ou ex-collègues actuels. On commence à avoir du monde dans la Voilà, liste des voilà. invités. J'ai pas forcément. En fait, c'est plus un message, et c'est plus un message aussi à destination vraiment des auditeurs hors Paris, parce que bon, voilà, je suis originaire du Nord. J'ai fait vraiment mon début de carrière dans le Nord, et j'ai vu notamment dans le retail vraiment plein de belles choses. Alors, fait avec peu de moyens. Donc j'ai pas de nom, je veux pas mettre quelqu'un particulier mal, tout ça, mais juste à la limite, voilà, les acteurs du learning dans le Nord, n'hésitez pas à la limite à prendre contact ou autre. Je pense que vous avez plein de belles choses à partager, vraiment sur des problématiques vraiment différentes autour de toutes les entreprises de la galaxie Mullier. Il y a tellement une diversité dans les sujets et la manière de traiter ces sujets-là que moi, c'est des acteurs que j'aimerais bien entendre, en tout cas, plus souvent. Et bah,
Le défi va être relevé en 2026. On en invitera certains. On pense à Decathlon, à Auchan, plein d'autres entreprises où, dans le nord de la France, on sait qu'il y a aussi des talents et on essaie de sortir un maximum aussi de Paris. Merci en tout cas, Olivier, d'avoir passé cette demi-heure avec nous. Merci pour tout ce que tu as partagé. Si on veut poursuivre les discussions avec toi, tu nous as dit que tu étais sur LinkedIn régulièrement. Donc j'imagine Oui, qu'on peut te ça va. contacter. Je suis Donc n'hésitez joignable. pas à contacter Olivier si vous le souhaitez, si vous voulez parler d'écosystème. Merci pour les conseils que tu nous as partagés aujourd'hui. Et merci à tous de nous avoir écoutés pour ce nouvel épisode du Learning Club. À très vite. Merci Clément.